Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un mystère récent, encore irrésolu et malheureusement assez dramatique. Le vol Malaysia Airlines 370 aurait disparu avec l'entièreté de ses passagers. Ce sujet est sensible pour une raison simple, c'est qu'on parle ici de la disparition et de la perte de pratiquement 239 personnes. Alors, à mon sens, ça donne une émotion toute particulière aux recherches qui ont été menées, ainsi que du coup à cette vidéo. Mais ça, on va en reparler un petit peu à la fin, j'aimerais revenir dessus en toute fin de vidéo. Là, on va commencer d'abord par les détails concernant la perte de ce vol. Nous sommes donc en 2014 quand le vol de la Malaysia Airlines va décoller de Kuala Lumpur pour rejoindre Pékin. À son bord, du coup, comme je viens de vous le dire, 239 personnes, et ce qui est très important, c'est qu'elles sont toutes de nationalités très différentes. On va avoir aussi bien des Français, des Australiens ou même beaucoup de Chinois à l'intérieur. Le 8 mars à minuit 41, le vol décolle enfin, avec un dernier signal radio émis à 1h19 avec le message suivant indiquant Good Night Malaysia 370. Pendant ce temps-là, de l'autre côté à Pékin, toutes les familles venant chercher les passagers vont remarquer pendant très longtemps le message indiqué en retard à côté du nom du vol. Toutes les personnes sont plongées dans l'inquiétude et l'incertitude, bien sûr, on peut l'entendre, et elles vont être ramenées dans un hôtel, dans une pièce où on va pouvoir les isoler pour essayer de leur expliquer certaines choses. Et là, la sentence va tomber, le vol est introuvable. Alors la question qui suit, elle est simple. Comment est-ce qu'on peut perdre un Boeing 777, l'un des avions les plus sûrs au monde, des traces radar? Comment est-ce qu'on peut perdre un avion comme ça en plein vol? Cet avion va disparaître pour plusieurs raisons. Déjà, on est dans une zone où les signaux sont parfois un peu perturbés, donc il est normal quelque temps de ne pas avoir de signal. Mais surtout, on va remarquer que le transpondeur et la carse de l'avion vont être désactivés manuellement, ce qui veut dire qu'il y a une véritable volonté de perdre entièrement le signal. Et ça va être effectif peu de temps après leur avoir indiqué de devoir communiquer avec la tour de contrôle Ho Chi Minh. J'espère que je l'ai bien dit ça. Bien entendu, ce qui s'ensuit, ça va être des recherches colossales pour essayer de retrouver une quelconque trace de cet avion, savoir ce qu'il a pu se passer. Et après plusieurs jours, plusieurs semaines, on va se rendre compte que l'avion aurait fait demi-tour pour retraverser la Malaisie et changer de cap. Alors là, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on le sait a posteriori et non pas durant la durée du vol, sachant d'autant plus qu'on a désactivé le transpondeur et la carse. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont ces deux éléments, c'est ce qui permet du coup d'émettre ou de recevoir un quelconque signal, et donc pour l'avion de communiquer avec les tours de contrôle. Dans un premier temps, on va déjà interroger les radars militaires, qui vont nous indiquer que, effectivement, l'avion aurait bien retraversé la Malaisie, c'est comme ça qu'on le sait. Après toutes ces trajectoires, tous ces changements de cap qui paraissent parfois même incertains, nous viennent d'une société privée qui va enregistrer des pings, une société privée dans la géolocalisation. On va donc apprendre deux choses. La première avec certitude, c'est que l'avion se dirige dans l'océan Indien. La deuxième nous viendra d'un enquêteur qui va écrire tout un papier concernant cette affaire, en France notamment, qui va nous expliquer que d'après son enquête, des témoins apparaîtraient dans les Maldives. Certains habitants indiquent avoir vu cet avion le 8 mars au matin, avec des traits rouges et bleus, ce qui correspondrait entièrement au flocage de l'avion, passer à très basse altitude au-dessus d'eux. C'est très significatif parce que c'est clairement pas une zone dans laquelle on a l'habitude de voir ça, surtout un avion aussi bas. Après donc plusieurs semaines de recherches infructueuses, plusieurs océans ratissés entièrement, on va laisser les recherches aux Australiens pour qu'ils puissent complètement regarder cette zone. Mais bien entendu, on ne trouvera rien malgré les sous-marins et les sondes émises. La seule chose que l'on va découvrir, ce sont grâce à cet enquêteur qui va nous raconter qu'un pêcheur lui aurait confié certaines choses, notamment avoir trouvé une sorte de boule à pic dans l'océan qui flottait. Il l'aurait ramené sur le sable, aurait appelé l'armée lui aurait dit que ce n'était absolument rien de dangereux, sans aucun renseignement. Sauf qu'après avoir vu les photos, l'enquêteur comprend assez rapidement que ça pourrait vraiment ressembler aux extincteurs du Boeing 777. Alors là, je vous raconte toute cette histoire plusieurs années après. Il faut bien comprendre que ça nous prendra plusieurs mois pour avoir autant d'éléments. Et malgré ça, on ne comprend toujours pas pourquoi est-ce que ce fameux Boeing aura complètement changé de trajectoire, et surtout quel était son but. On comprend très rapidement que l'idée, elle est quand même pas très belle. Pour que l'avion disparaisse de manière volontaire, en désactivant manuellement certaines choses, forcément, c'est qu'il y a un gros risque de détournement quand même. Le premier lien qu'on va faire, c'est avec les passagers. On va chercher des passagers qui sont un peu louches. C'est là qu'on va remarquer quelque chose. Deux des passagers censés être embarqués sont toujours vivants et toujours sur place, ils n'ont pas embarqué. Pour une raison simple, les deux auraient fait une déclaration de perte de passeport. En fait, ils se seraient fait voler quelques jours avant. Les deux personnes ayant volé ces passeports les auraient utilisés et auraient réservé leur billet au même moment pour ce vol. On aurait donc deux clandestins, dont on ne connaît pas l'identité, qui auraient embarqué. Alors vous allez me dire d'accord, on a les suspects, mais pourquoi est-ce que l'avion se dirigerait vers l'océan Indien? Quel serait son but? Eh bien il y a une hypothèse qui peut potentiellement paraître complotiste, indiquant qu'une base, non pas secrète, mais très bien gardée des États-Unis, serait dans les eaux indiennes, nommée du coup Diego Marcia. Et cette base aurait pour ordre de tirer à vue si l'avion ne donne pas son identité quand il survole cette base et s'il n'indique pas pourquoi est-ce qu'il est là.
En l'occurrence, aucun avion n'est censé passer au-dessus. Mais j'ai pas tout à fait fini avec les États-Unis, notamment avec Barack Obama, qui va nouer une sorte d'amitié naissante avec le Premier ministre malaisien. Il va même l'inviter à faire un golf 9 mois après l'affaire. Et l'autre chose très troublante, c'est que 7 semaines après la disparition de ce vol, il va se rendre lui-même en Malaisie pour rencontrer le président malaisien. Chose qu'aucun président américain n'aurait fait. Quand je dis n'aurait fait, c'est pas n'aurait fait à sa place, c'est qu'aucun président américain ne l'a fait avant lui. Personne ne s'est rendu en Malaisie. À ça, il faut ajouter quelque chose qui, à mon sens, est très important, qui est donc la présence d'Américains dans ce vol. Les États-Unis n'auront jamais pris position dans cette histoire. Ils n'auront jamais demandé d'explication ni même mené d'enquête spécifique. Ils n'auraient jamais cherché publiquement à savoir ce qui s'est passé. Et ça ne leur ressemble absolument pas. Mais je vous dis ça, mais en même temps, le gouvernement français fait la même chose. Pourtant, on a des Français à bord. Ils ne s'expriment pas énormément autour de cette affaire et ne cherchent pas plus que ça à savoir ce que c'est. Et ça, c'est quand même très indicatif. En gros, une sorte d'omerta se met en place. Et pourtant, on comprend pas vraiment pourquoi. Ça reste un drame, ça reste quelque chose de très important dont les médias français vont parler, certes, mais dont on n'aura toujours pas de réponse. Mais c'est pas fini, dans le genre troublant, il y a autre chose. En cas de disparition, ou en tout cas de perte de signal avec un avion, un protocole est bien prévu. Notamment en cas de réelle disparition au bout de plusieurs heures, c'est d'envoyer des avions de chasse à sa poursuite, essayer de le retrouver, essayer de simplement baliser la zone pour savoir où est-ce qu'il peut être. Et là, aucun avion de chasse ne sera envoyé. En gros, le gouvernement malaisien se rend compte de cette disparition près de 4 heures après le dernier signal. Et ça c'est pas normal du tout. Normalement on se rend compte très vite et on agit très vite dans ce genre de circonstances. C'est des règles qui sont toujours suivies à la lettre. Pourquoi est-ce que là ça n'est pas le cas? Et à ça s'ajoute encore un autre élément, c'est là qu'on voit que le sujet est quand même très complexe, c'est la déclaration d'un ministre de la Défense malaisienne qui clairement sera glaçante a posteriori en sachant tout ce que je viens de vous raconter. Je vous laisse écouter. Si vous ne voulez pas la battre, pourquoi envoyer des avions de chasse? Vous avez besoin d'un avion de chasse pour voir où il va? Là, vous parlez de procédure militaire. Si je l'avais fait abattre, vous seriez les premiers à me reprocher d'avoir descendu un avion commercial avec des passagers de 14 nationalités, dont une majorité de Chinois. Et je me retrouverais dans une position bien plus délicate. Hormis le fait qu'il parle de sa disparition avec sourire et qu'il essaye de se dédouaner à demi-mot de quelque chose qu'il ne veut pas avouer, c'est quand même très bizarre. Il y a autre chose que je vous ai pas encore précisé, c'est par rapport à l'ACARS, et qui serait complètement en faveur du détournement d'avion. L'ACARS, c'est quelque chose qu'il faut désactiver via un fusible, comme si vous alliez sur un panneau électrique pour enlever un fusible, tout simplement. Sauf que ça se trouve à l'opposé de l'avion, et que même les pilotes ne savent pas lequel désactiver. Il y en a plusieurs à faire, et ça ne fait pas partie de leur formation que de savoir comment désactiver l'ACARS. C'est quelque chose qui en aucun cas ne doit être désactivé. Alors est-ce que ce sont les pilotes qui ont eux-mêmes détourné l'avion en ayant des connaissances supérieures à d'autres et sachant comment désactiver l'ACARS? Notamment le pilote principal, qui est lui un pilote chevronné, s'entraînait régulièrement sur un simulateur de vol chez lui, à atterrir sur des toutes petites pistes d'atterrissage. Alors de là à lui mettre tout ça sur le dos, c'est peut-être un peu fort, parce que c'est assez normal quand on est pilote de s'entraîner à toutes circonstances, sauf que c'était dans une zone dans laquelle il n'avait pas l'habitude de voler, qui serait du coup dans les zones de l'océan Indien. Bon, ça fait un élément mystérieux en plus. Est-ce que c'est eux, ou est-ce que ce sont des clandestins? Ça, on ne sait pas dire qu'il a détourné. Et pourquoi est-ce que je suis en faveur d'un détournement? Vous allez voir, une explication rationnelle se cache quand même derrière tout ça. Pour moi, l'explication de la base de Diego Marcia se tient entièrement. Comment faire pour que les États-Unis puissent expliquer un acte comme celui-ci? Et en même temps, comment faire pour que les Malaisiens expliquent que l'avion ait survolé leur base? Il y a quelque chose de très important et de très intéressant là, c'est que même si les Américains abattent cet avion, parce que c'est leur ordre et qu'ils ne savent pas ce que fait cet avion, comment l'expliquer? Et comment les Malaisiens expliquent qu'ils ont fait abattre cet avion parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'il était? Peut-être que c'est eux-mêmes qui ont envoyé cet avion là-bas. On ne sait pas et on ne saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que le silence des États-Unis et de la Malaisie à l'égard de cette base fait quand même quelque chose de très étrange et de très sombre. Et quand on a quelque chose d'aussi sombre autour d'un sujet aussi grave, eh bien évidemment on commence à mettre des théories qui parfois ne sont pas très lucides. Autre chose est très étrange, c'est qu'on ne retrouve absolument aucun débris, hormis ce fameux extincteur dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Mais finalement, on n'a absolument rien retrouvé, ni épave, ni corps, ni quoi que ce soit. Après d'aussi grandes recherches, c'est quand même très bizarre. Voilà, je sais vraiment pas comment conclure cette histoire parce que finalement j'ai pas de dernière théorie à vous exprimer. Il y en a plein qui existent et je peux pas toutes vous les expliquer parce que la durée de la vidéo serait sensiblement plus grande. On ferait une vidéo d'1 heure sinon. Et même si je suis sûr que ça vous plairait bien, clairement je n'avais pas le temps de travailler sur une vidéo d'1 heure. Mais finalement, c'est très étrange et c'est très bizarre, c'est ça la conclusion qu'on peut faire. Pour moi c'est une vidéo délicate parce que je pense aujourd'hui, en connaissant ce sujet, malgré la passion que je peux avoir pour ce mystère, à la peine des familles qui ont pu perdre des proches durant cette malheureuse disparition. Et je sais que vous trouverez cette vidéo trop courte et j'en suis désolé, mais si vous avez d'autres théories à m'énoncer concernant ce qui a pu se passer, n'hésitez surtout pas à me les partager en commentaire, je serais ravi de lire vos avis, de pouvoir étayer un petit peu plus mes connaissances sur ce sujet. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me le dire, à vous abonner,
à mettre un petit commentaire et à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous savez que c'est le meilleur des soutiens pour les créateurs. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.